Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau journal de la rédaction. Voici les 3 principaux titres de l'actualité aujourd'hui. La Côte d'Ivoire devrait bientôt avoir un métro dans la capitale Abidjan. La France et la Côte d'Ivoire ont donc signé un accord de financement dans ce sens. Les détails dans un instant. C'est par la voix de son porte-parole que le ministère français des Affaires étrangères a condamné le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 qui terrorise les populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, au Royaume-Uni, la justice a validé les expulsions de migrants au Rwanda. Largement critiquée et contestée en justice, l'expulsion de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda aura finalement lieu. Je vous le disais dans les titres, le métro d'Abidjan devrait voir le jour en 2025. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a signé une lettre d'intention d'accompagnement financier de la construction de la première ligne de métro de la capitale ivoirienne à l'occasion d'une visite dans le pays aux côtés de son homologue ivoirien et du Premier ministre Patrick Hachi. Plus de détails avec Soukaina Askali. D'ici 2025, les habitants d'Abidjan devraient disposer d'une ligne de métro pour se déplacer. C'est l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du continent africain qui va être acté. Le métro devrait traverser la mégalopole du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et c'est vraiment ce que je souhaite au métro d'Abidjan. Un immense succès populaire. Que toutes les habitantes et tous les habitants d'Abidjan puissent voir à quel point cette grande réalisation, cette grande ambition du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Patrick Hachi, de tout son gouvernement, sont au service de la population. Lundi, le ministre de l'économie française Bruno Le Maire a rencontré dans la capitale son homologue ivoirien Patrick Hachi pour sceller le financement de ce projet. La France s'engage en effet à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financements privés garantis par l'État. Le coût des travaux est estimé à 1,36 milliard d'euros. Vous allez vous doter de l'un des moyens de transport les plus efficaces, les plus sûrs, les plus rapides et les moins polluants qui puissent exister. Le second chantier qui bénéficie de l'appui de la France, l'extension de l'aéroport. Il devrait permettre d'accueillir 5 millions de passagers par an, 2 fois plus qu'actuellement. L'achèvement de ce programme national de développement devrait favoriser une reprise forte de la croissance à 8% pour la période 2021-2025. Économie, le Ghana traverse la pire crise économique de ces dernières décennies avec 40% d'inflation. Sa dette s'élève à 80% de son PIB et une première série de mesures de restructuration avait été annoncée le 6 décembre, suivie d'un accord avec le FMI pour un programme de financement de 3 milliards de dollars. Mais ce lundi, le Ghana a annoncé la suspension du paiement d'une partie de sa dette extérieure. Économie toujours, l'entrée en circulation des nouveaux billets en zone CEMAC suscite un engouement particulier chez les populations. À Yaoundé au Cameroun, par exemple, dans les banques et microfinances, des clients opèrent des transactions pour obtenir à tout prix ces nouvelles coupures. Et si le stock est encore limité, nombreux ont hâte de les toucher. Les opérateurs économiques espèrent toutefois que cette réforme de la BEAC pourra permettre de lutter contre la circulation des faux billets. Reportage de nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Nguijoy. William, particulier, s'est tout de suite dirigé à l'agence finance la plus proche dès l'approvisionnement des nouvelles coupures de francs CFA. J'ai ma belle-sœur qui avait déjà fait la publicité dans les réseaux sociaux. Alors ça m'a flatté de venir rapidement aussi toucher à ces nouveaux billets. Au guichet voisin, Marie-Joseph, aussi séduite au toucher par ces nouvelles devises. Les nouveaux billets sont d'abord très chics, beaux à la vue et moins encombrants. Ça peut entrer dans n'importe quel porte-monnaie. Nous sommes étant microfinance, nous nous ravitaillons proche de de nos banques partenaires. Et ils ne nous ont pas encore approvisionné suffisamment. Ils nous ont promis cette semaine. Cet enthousiasme règne dans la plupart des institutions bancaires. Les populations ont hâte de voir à l'œil nu et toucher du bout des doigts la gamme de billets 2020 en circulation sur le marché depuis le 15 décembre dernier.
C'est d'ailleurs le cas dans cette autre agence Vision Finance, où ce travailleur a sacrifié sa pause pour effectuer un retrait au plus vite, en espérant être parmi les premiers à obtenir le précieux sésame. J'ai tellement hâte de découvrir les nouveaux billets que je suis même venu directement pour faire un troc. C'est-à-dire, je donne les anciens, on me donne les nouveaux. Par ailleurs, les commerçants sont prudents car ils sont le plus souvent victimes d'arnaques. Étienne, propriétaire de cette boutique d'appareils électroniques, a pris toutes les précautions pour traquer les fraudeurs. Quand quelqu'un vient acheter quelque chose, peut-être avec un peu de beaucoup d'argent, je suis pressé, je compte. Après, quand il part, j'ai découvert qu'il y a un faux billet parmi les billets qu'il m'a donnés. Depuis le jour-là, j'ai acheté un bic pour vérifier les billets. Bonne nouvelle, il est plus facile de distinguer le bon du faux. Les bars, les billets de 10 000 ont cette spécificité qu'elles ont 5 barres. Et puis lorsque vous regardez comme les anciens billets, vous allez voir inscrit à l'intérieur du billet 10 000. Les billets de 5 000 que vous avez là ont 4 barres avec la même spécificité de 5 000 à l'intérieur. Les billets de 2 000 ont 3 barres avec les mêmes spécificités. Les billets de 1 000 francs ont 2 barres et les billets de 500 en ont 1 barre. Les détecteurs que nous avons aujourd'hui sont adaptés même pour les euros, puisque nous avons l'activité de change pour le dollar. Donc ces nouveaux billets ne vont pas poser problème. Ce processus de renouvellement de billets de banque intervient après plus d'une décennie. Cette 5e série de billets type 2020 vient rompre avec le mandat de la plus ancienne vague, encore en circulation, qui date de 1992. Le Cameroun qui accueillera la 14e grande conférence de l'OMC. En effet, la prochaine conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce se tiendra d'abord aux Émirats arabes unis en 2024 et la suivante, au Cameroun. C'est la décision qu'ont tranchée lundi les pays membres de l'organisation. Ces 2 pays avaient déjà présenté leur candidature pour accueillir la prochaine conférence ministérielle de l'OMC qui constitue, rappelons-le, l'organe de décision suprême de l'organisation qui se réunit habituellement une fois tous les 2 ans. La France condamne le soutien du Rwanda au M23. Avant la France, les États-Unis avaient condamné cette agression et appelé Kigali à cesser tout soutien aux rebelles. Au moins 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, ont été exécutés arbitrairement par balle ou à l'arme blanche fin novembre dans 2 villages de l'Est de la RDC, selon une enquête de l'ONU. Plus de détails avec Émeric Towegnan. Alors que Kigali continue de démentir tout lien avec le groupe armé du M23, de plus en plus de voix s'élèvent à l'international pour dénoncer le soutien du Rwanda à cette rébellion qui sévit dans l'est de la RDC. Lundi, pour la première fois, Paris pointe du doigt la responsabilité de Kigali qu'il exhorte à respecter les résolutions des processus de Luanda et de Nairobi. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre. Ce mardi encore, à l'occasion d'une visite à Kinshasa, la secrétaire d'État française auprès de la ministre des Affaires étrangères n'est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer l'appui du Rwanda au groupe armé accusé du massacre d'au moins 131 civils fin novembre à Kishiché et à Bambo dans le nord Kivu. Nous constatons le retour d'une situation tragique dans l'est de la RDC. C'est insupportable et c'est inacceptable. Il y a des responsabilités et la France n'a aucune difficulté à les pointer. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut en finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. Après l'ONU et les États-Unis, c'est au tour de la France d'appeler Kigali à faciliter la fin des hostilités entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Mais la France ne se contente pas de dénoncer, elle propose son aide à toutes les parties pour une issue pacifique au conflit qui secoue l'est de la RDC.
En Libye, 17 djihadistes du groupe État islamique condamnés à mort. La Cour pénale à Tripoli a condamné donc lundi à la peine capitale 17 personnes reconnues coupables d'appartenance au groupe djihadiste État islamique et d'avoir commis des violences meurtrières pour son compte en Libye. Ils étaient accusés d'avoir tué 53 personnes, détruit des bâtiments publics et fait disparaître des dizaines d'autres personnes. Au Royaume-Uni, la justice a validé les expulsions de migrants au Rwanda. Tout a commencé en avril dernier, quand le gouvernement conservateur de Boris Johnson avait annoncé un partenariat avec Kigali pour y envoyer des migrants, au seul motif qu'ils seraient arrivés illégalement au Royaume-Uni sans visa. Et bien hier, la Haute Cour de justice pour l'Angleterre et le Pays de Galles a conclu que la décision de Londres était bien légale. Plus d'explications avec Soukaina Askali. Des demandeurs d'asile expulsés par Londres vers le Rwanda. En juin dernier, la décision avait provoqué un tollé chez les ONG jusqu'à certains membres de la couronne britannique. 6 mois plus tard, la Haute Cour de Londres a donné son feu vert au gouvernement conservateur. Aujourd'hui, la Haute Cour, dans un jugement de plus de 130 pages, Lord Justice Lewis et Maître Justice Swift ont estimé qu'il est effectivement légal pour le gouvernement de prendre des dispositions pour relocaliser les demandeurs d'asile au Rwanda et pour que les demandes d'asile soient déterminées au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni. En avril dernier, le gouvernement de Boris Johnson avait en effet conclu un accord de délocalisation des demandeurs d'asile au Royaume-Uni vers Kigali. L'accord conclu entre les deux gouvernements prévoit que Londres finance le dispositif à hauteur de 145 millions d'euros. Une politique migratoire censée dissuader l'arrivée de nouveaux migrants sur le territoire. L'expulsion au Rwanda n'est pas une punition, une façon novatrice de s'attaquer à un problème majeur afin de redresser le déséquilibre entre les voies de migration légales et illégales. Elle permettra également de s'assurer que les personnes qui ont véritablement besoin d'une protection internationale en bénéficient au Rwanda. Avec cette mesure, Londres est accusé de profiter d'un flou juridique sur le droit international. Mais pour la Haute Cour de Londres, l'accord est légal et ne contredit pas la Convention de Genève pour les réfugiés, qui prévoit de leur assurer une protection juridique. Une décision dont se réjouit le porte-parole du gouvernement rwandais. Et depuis la première signature, le Rwanda était déjà prêt à mettre en place, en pratique, à exécuter cette résolution. Je dirais qu'on a encore eu 6 mois pour se préparer encore plus. Donc si demain il y a un avion qui arrive, le Rwanda est prêt à les accueillir. Bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas dire combien vont arriver. Tout cela dépend de la décision du gouvernement anglais. Mais au Royaume-Uni, les ONG ne comptent pas s'arrêter là. Elles prévoient interjeter appel. La prochaine audience de la Haute Cour britannique est prévue mi-janvier et pourrait être déterminante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué ce lundi le commencement d'un pacte de paix avec la nature après l'adoption d'un accord historique à la COP15 de Montréal pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité. On écoute Antonio Guterres. Les délégués à la conférence COP15 des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal ont convenu d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Nous commençons enfin à conclure un pacte de paix avec la nature. Ce cadre est une étape importante pour une diplomatie déterminée et j'exhorte tous les pays à tenir leurs promesses. Alors pourquoi cet accord conclu à la COP15 ne satisfait-il pas tous les pays africains? Eh bien, malgré les avancées du pacte Kunming-Montréal, certains pays africains sont déçus, à l'image de la RDC qui appelait à la création d'un fonds spécifique pour la biodiversité et réclamait une contribution des pays riches beaucoup plus importante que les 30 milliards de dollars par an qui ont été promis. Et tout de suite, le reste de l'actualité commenté par Valentine Exantus. Après le naufrage d'un navire des forces armées, dans la nuit de dimanche à lundi, les corps de 5 marins disparus ont été repêchés mardi dans le golfe de Thaïlande. Le jour du drame, le navire des forces armées HTMS Sukhothai comptait 105 membres dans son équipage. La mer agitée avait frappé le navire avec des vagues de 3 mètres de haut. Résultat, le système électrique du navire avait été endommagé, mettant l'équipage hors de contrôle d'après la marine royale thaïlandaise. Une vaste opération de sauvetage est ouverte depuis lundi.
Après 2 jours de recherche, le dernier comptage officiel révèle que sur 105 membres de l'équipage, 76 ont été secourus et 24 sont encore portés disparus. Aux États-Unis, un séisme de magnitude 6,4 s'est produit mardi matin au large de la côte nord de la Californie. Selon le service géologique américain, la secousse relativement peu profonde est survenue à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la localité portuaire d'Eureka. Pour le moment, le Centre national d'alerte au tsunami a souligné qu'aucun raz-de-marée n'était attendu. Mais les réseaux électriques ont été affectés. 60 000 foyers sont sans électricité dans un des comtés de cet État régulièrement secoué par des tremblements de terre. Dans une évaluation préliminaire, le service géologique américain a déclaré que la probabilité qu'il y ait des morts ou des personnes blessées était faible. En Russie et dans la République de Tchouvatchi, au moins 3 personnes sont mortes ce mardi lors d'un incendie sur une section d'un gazoduc qui alimente l'Europe en gaz. Selon le ministère régional des situations d'urgence, l'explosion a eu lieu lors de travaux sur une section souterraine du gazoduc Orangoï-Pomari-Odurod. Le chef de la République de Tchouvatchi, Oleg Nikolaev, a déclaré que 4 personnes travaillaient sur place et que 3 d'entre elles sont décédées. Bien que la combustion de gaz sur le site de l'accident ait été éliminée, pour l'heure, la date de reprise du fonctionnement du gazoduc reste inconnue. Au Soudan, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester une nouvelle fois contre un récent accord entre les militaires au pouvoir et les groupes civils supposés sortir le pays d'un an de crise politique. Un accord synonyme de compromis pour les partisans de la démocratie qui le rejettent catégoriquement. Les détails avec Valentine Exantus. Au rythme des tambours et des cymbales, quelques milliers de Soudanais ont défilé dans les rues de Khartoum ce lundi. Dans la capitale du Soudan, les jours se suivent et se ressemblent. Depuis la signature de l'accord entre les militaires au pouvoir et les groupes civils le 5 décembre, presque chaque semaine, les manifestants protestent contre cet accord. Ils doutent de sa capacité à résoudre l'impasse politique dans laquelle le pays est plongé depuis 13 mois. Nous rejetons complètement l'accord et le compromis. Nous avons répété 100 fois qu'il ne s'agit pas d'un compromis parce qu'un compromis devrait permettre aux deux parties de partager les choses équitablement. Mais ce qui se passe maintenant, c'est une capitulation et une soumission aux militaires et des concessions sans retour. Malgré les répressions depuis l'année dernière, qui ont fait une centaine de morts, la population veut se faire entendre et continue de réclamer le départ des militaires au pouvoir. Nous ne serons pas gouvernés par le partenariat sanglant. Les manifestations de lundi marquent le 4e anniversaire du lancement de la contestation, ayant abouti au départ d'Omar El-Béchir, au pouvoir pendant près de 3 décennies et aujourd'hui en prison. À cette occasion, les autorités ont décrété un jour férié et les forces de sécurité ont fermé les ponts menant à la capitale ainsi que les routes menant au quartier général de l'armée pour empêcher de nouvelles manifestations. Dans un tout autre registre, parlons culture maintenant. Je vous emmène au Nigeria à la rencontre d'un artiste qui transforme des vieilles tongs en art mural. Il s'appelle Comboy Ebipade Eugène et vous allez voir comment avec son art il compte aussi agir pour la protection de la planète. Lorraine Mabou. Comme à son habitude, l'artiste nigérien Comboy Ebipade Eugène se rend dans cette décharge à Abeokuta au Nigeria à la recherche d'un objet bien précis, des vieilles tongs en plastique. Si j'ai choisi ce matériau particulier, c'est parce qu'il est disponible. Beaucoup de gens se demandent lorsqu'ils viennent dans mon atelier et voient ce grand nombre de tongs, comment je les obtiens. À l'aide d'une pelle, Eugène empile un énorme monticule de tongs qu'il ajoute ensuite à sa collection dans un coin de son atelier. Une fois les tongs collectés, il les nettoie, puis les découpe en petits morceaux, pour ensuite créer des portraits en mosaïque pour la population locale. Mon processus créatif, c'est d'abord d'obtenir les matériaux et de les exposer au soleil et à la pluie avant de les amener dans mon studio et de les trier en fonction de leur couleur, de leur tonalité, puis je les découpe. Pour rentabiliser son travail, Eugène expose son art sur les réseaux sociaux afin d'attirer la clientèle. Je gagne de l'argent grâce aux commissions, quand les gens me commandent des choses pour eux, et je gagne aussi de l'argent avec mes œuvres parce que les gens, tous ceux qui s'y intéressent, les achèteront. Donc il n'y a pas deux façons de faire.
En plus de monétiser son art, Eugène s'érige comme étant un guerrier de la lutte contre la pollution plastique dans sa ville. Chaque année, le Nigeria jette 200 000 tonnes de plastique dans l'océan. Seule une infime partie des déchets est recyclée au Nigeria. Eugène est l'un des rares parmi les 215 millions d'habitants au Nigeria à recycler des tongs, l'un des objets qui pollue le plus dans le pays. Si vous habitez à Paris ou si vous décidez de vous y rendre pour les vacances ou une petite escapade, je vous encourage vivement à vous rendre à l'exposition qui s'appelle Le Grand Numéro de Chanel. C'est la nouvelle exposition gratuite de la Maison Chanel au Grand Palais éphémère qui a lieu du 15 décembre au 9 janvier. Un parcours inédit à travers l'univers olfactif de la grippe de luxe parmi des œuvres d'art, de belles rencontres et bien d'autres surprises sensationnelles. C'est une expo très interactive pour les petits et les grands. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Sud. À demain.